Des incertitudes liées au terme de la convention entre les partenaires de la filière, la fin annoncée de l'OCM Sucre, des incertitudes planent sur la filière canne sucre rhum. Les producteurs appellent à la vigilance et à l'action. Les politiques seront sollicités. La banane poursuit sa mutation après les soulèvements provoqués par le chlordécone. Face aux grandes mutations attendues, les producteurs demandent une augmentation du quota. Ils se positionnent comme des acteurs majeurs de l'économie à construire. La culture urbaine a-t-elle sa place dans la rubrique économique? Les adeptes de cette mouvance sont de plus en plus nombreux sur le marché artistique. Leur voix dénonce et cherche aussi à construire. Canne, banane et culture urbaine, cocktail de revendications, mais aussi de stabilité sociale et économique. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Droit dans les yeux. C'est un regard croisé que nous vous proposons ce soir entre la ville et la campagne. Qu'attendent les acteurs des élections régionales à venir? Pour en parler ce soir sur notre plateau, Alex Bandou, le secrétaire général de l'Union des producteurs agricoles de la Guadeloupe, Tino Damba de l'Union des producteurs de bananes de Guadeloupe, Amélie Tintin exerce dans les cultures urbaines et dirige une association d'insertion Gualabel. Nous écouterons depuis la Guyane Joanne Louis, une jeune Guadeloupéenne installée à Saint-Laurent-du-Maroni et qui souhaite revenir au pays sans succès pour l'instant. À suivre aussi, comme chaque lundi, les caricatures de Gabou pour illustrer vos propos tout au long de l'émission. Mais d'abord, la manifestation à l'initiative de la FDSEA aujourd'hui dans les rues de Pointe-à-Pitre et de Bémao. La colère agricole s'affiche dans les rues, donc écoutez. Je dois commander l'État de prendre déjà responsabilité à eux parce que nous avons un cycle court au niveau du maraîchage. Donc un cycle court, ça veut dire que c'est un cycle de 70 jours qui permet nous de récolter, de trouver les premiers légumes. Aujourd'hui, ça a fait 7 mois que nous avons devenu en difficulté là, ça. Donc nous ne pouvons pas permettre nous de rester comme ça. C'est pour ça aujourd'hui nous mobiliser aujourd'hui la Goudeliane. Alors, mobilisation des agriculteurs aujourd'hui. Le secteur est en crise. Alex Mangou. Le secteur est en difficulté, oui, quelle que soit la production, canne, banane, ou même s'il y a des évolutions, mais nous connaissons des difficultés. Et sur le cas précis au niveau de la sécheresse, ce qui a suscité la mobilisation de la FDSEA aujourd'hui, c'est une manifestation que j'estime légitime. Vous êtes concerné par ce qui s'est passé dans les rues aujourd'hui au niveau de la banane, Tino Damba? Oui, nous sommes concernés, au même titre que le maraîchage et la canne, nous sommes concernés parce que la sécheresse a été pour tout le monde. Mais moi, ce qui m'attriste aujourd'hui, c'est que de voir encore en 2015 des manifestations pour indemnisation contre la sécheresse. La sécheresse n'arrive pas comme ça. La sécheresse, nous la connaissons depuis tout temps. Et en Guadeloupe, nous avons de l'eau. Nous avons de l'eau, nous avons des rivières, nous avons des sources, nous avons des points de captage, nous avons tout. Je vais vous citer juste un exemple. Les Canaries. Nous sommes producteurs européens. Et nous rencontrons assez souvent les producteurs européens, c'est-à-dire les Canariens et les Madériens. Ils n'ont pas de rivière, ils n'ont pas de source, ils n'en ont rien. Ils ont des milliers de touristes par année. Ils font 2 fois plus de bananes que la Guadeloupe et la Martinique réunies. Il ne leur manque pas d'eau. Quel est le problème? Le problème, il est simple. C'est peut-être l'objet du débat ce soir. Qu'a-t-on fait, nos politiques? À l'époque où l'Europe, et même aujourd'hui, met de l'argent pour pouvoir restructurer tous ces pays-là. Qu'a-t-on fait pour faire des captages? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je ne prendrai pas pour responsable ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Je prendrai pour responsable tous ceux qui sont passés depuis ma naissance. Nous en parlons tout au long de l'émission. Il y a eu une avancée aujourd'hui avec, vous l'avez entendu dans le journal, le reportage d'Éric Rayapin, une mesure d'urgence. Ensuite, l'État qui va probablement intervenir. Mais encore une fois, et je pose la question à notre invité spécialiste des cultures urbaines et qui va s'intéresser ce soir à l'agriculture également, Amélie Tintin, il faut descendre dans la rue pour avoir satisfaction, même provisoirement. On réalise actuellement en Guadeloupe que c'est ce bruit-là
qui nous permet d'être entendus. C'est cette difficulté de réaction rapide. Je crois que c'est dans tous les secteurs que ça pose souci. On n'a pas l'impression que le peuple, le Guadeloupéen, est entendu et qu'on prend la mesure des choses. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises très tardivement et tellement tardivement que justement les secteurs sont obligés de se soulever pour alerter le grand public ou alerter les politiques pour qu'enfin des décisions soient prises. Et c'est vrai que c'est malheureux qu'aujourd'hui encore en 2015, le peuple soit obligé d'en arriver jusque-là pour être entendu. Au niveau de la production cannière, Alex Bandou, il y a eu de grands combats sociaux par le passé. Ça s'est calmé un moment, mais est-ce que nous sommes toujours dans cet état d'esprit? Est-ce que la réussite ou pas de la filière canne sucre rhum passe par une vigilance de tous les instants? Je pense qu'il faudrait rajouter énergie, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de la filière canne sucre rhum, mais de plus en plus nous allons nous orienter effectivement vers la production d'énergie. D'ailleurs, la bagasse qui est brûlée par Albioma, c'est que ça représente quand même un volume assez important en termes d'énergie en Guadeloupe. Oui, le combat va s'accentuer bientôt, puisqu'en fait, nous finissons un cycle. Et donc, beaucoup de gens entendent parler de la fin des quotas sucriers. Effectivement, le 1er octobre 2017, ça sera la fin des quotas sucriers. C'est déjà le cas, mais ça le sera encore davantage la libre circulation des productions de sucre du monde sur le marché européen, soi-disant un marché qu'on nous avait promis avec le traité de Maastricht. On nous avait annoncé qu'on allait avoir 500 millions de potentiels clients pour acheter notre sucre. Aujourd'hui, effectivement, nous constatons que l'Europe aujourd'hui met la filière agricole, globalement française, européenne, sur la table des négociations. Et c'est plus la table du sacrifice, puisque le plus souvent, c'est la production agricole qui est sacrifiée. Et donc, bien sûr, le sucre guadeloupéen, le sucre martiniquais, le sucre lyonnais sera en concurrence, légalisé par les accords signés, les accords de partenariat économique, le Mercosur, bientôt le traité transatlantique, mais c'est une concurrence que nous considérons comme étant une concurrence déloyale. On avait l'impression que vous étiez plutôt satisfait de ce qui se passait d'un point de vue politique. Et vous en avez parlé, Tino Damba, ce n'est pas le cas. L'encadrement politique de l'économie agricole n'est pas ce que l'on croit aujourd'hui? Non, je ne dirais pas que ce n'est pas ce qu'on en croit aujourd'hui. C'est-à-dire que nous espérons beaucoup plus. Nous espérons beaucoup plus. Si c'est pour revenir sur la sécheresse, par exemple, comment se fait-il en 2015 que nous avons encore ce problème d'eau? Comment se fait-il en 2015 qu'il y a des foyers qui restent des jours ou des semaines sans eau? Et je vais encore vous citer cet exemple des îles Canariennes, où ils n'ont pas d'eau du tout. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont fourrer la forêt pour avoir de l'eau. Ils ont des millions de touristes. Il ne manque pas d'eau dans les hôtels, il ne manque pas d'eau dans les foyers. Le contact n'est pas permanent entre vous, décideurs politiques, et producteurs de bananes, de sucre, vous qui travaillez dans la culture. Tino Damba, vous poursuivez, le contact n'est pas établi de façon permanente. Le contact est établi de façon permanente. Le souci qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on n'accuse personne, mais le souci qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'à la veille des élections, vous avez tout ce que vous demandez. Vous avez des promesses sur tout ce que vous demandez. Mais en termes de réalisation après les élections, c'est la vérité, c'est ça. Vous ne les avez pas. C'est vrai que tout le monde a des idées, mais on ne sent pas la concrétisation même des idées. Par exemple, on aurait pu mieux faire durant les 10 dernières années pour accompagner les productions locales? Pour accompagner la Guadeloupe. On aurait pu mieux faire, pas seulement les productions locales, mais on pourrait mieux faire en termes de structure autour de la Guadeloupe. Et ce n'est pas l'argent qui manquait au niveau européen. J'ai plutôt l'impression que c'est des idées et de la détermination. Moi, j'ai pas vraiment cette impression que le contact est permanent, justement. J'ai plutôt cette impression que des décisions sont prises, que l'on entend lorsque l'on fait du bruit, justement, mais que ce contact n'est pas justement maintenu en permanence pour être pérennisé. Enfin, c'est-à-dire que ces décisions sont prises d'un côté, mais des fois, je n'ai pas l'impression que les acteurs réels des mouvements, en tout cas des secteurs, que ce soit agriculture, culture, et je passerai même aussi sur les entreprises et autres secteurs, j'ai pas vraiment cette impression que les politiques prennent ce temps d'entendre et de maintenir un contact permanent pour que les décisions, en fait, correspondent à des réalités
guadeloupéenne, des réalités vraiment des secteurs. Moi, je suis mitigée, en fait, sur cette... Alors, vous êtes chanteuse de rap, C'est vrai. vous dirigez une association d'insertion qui met en avant les cultures urbaines. Est-ce que l'art est au service de ces problématiques réelles du pays, comme jadis lorsque Loison chantait, par exemple, Qu'en a la richesse? Ben, l'art, quelque part, les artistes sont une représentation de la société. Les combats qu'ils vont mener vont toucher aussi la société, parce que ce sont de toute façon des personnes qui font partie de ces sociétés et qui ont envie de dénoncer des choses qu'ils voient, qu'ils vivent. La particularité de la culture urbaine, par exemple, c'est qu'elle est vraiment en parallèle avec l'évolution des sociétés. L'évolution de la société va souvent, en ce moment, on voit que la société devient de plus en plus violente en Guadeloupe, et il est vrai que les propos de la culture urbaine le reflètent. Maintenant, moi, quelque part, pour revenir quelque part à ce qu'on disait tout à l'heure, mon souci est que dans tous ces secteurs, et même dans la culture, qu'on n'ait pas entendu, qu'il y a beaucoup de virulence, qu'on laisse la virulence passer, qu'on laisse la violence se faire, qu'on laisse des choses se faire, mais qu'on n'entend pas les réelles motivations, qu'on n'entend pas les réelles plaintes, et qu'on ne prend pas la mesure de ce qu'elles engendrent. À travers ces plaintes, vous chantez, vous diffusez la réalité du pays. Est-ce que ces cultures urbaines, précisément, sont-elles prises en compte dans l'établissement de politiques culturelles, de politiques économiques? La première question que j'ai quasiment envie de me poser, c'est est-ce qu'il y a vraiment une politique culturelle? On la lit sur le papier, mais on ne la voit pas s'appliquer. Moi, en tout cas, c'est mon constat. Il est peut-être horrible à faire dans ce sens-là, mais il est réel. Je ne vois pas une réelle implication pour dire qu'une politique culturelle est menée. Et pourtant, oui, économiquement, ce sont des secteurs, le secteur culturel a une réelle force économique. Car on sait que lorsque justement, sur ce territoire, on est une île, on a besoin de vivre avec le tourisme, la culture est quand même un attrait fort pour que le tourisme puisse être encore plus grand. Et que si justement des choses étaient faites et menées pour accompagner les personnes et les professionnels de ces secteurs, je pense que en termes économiques, il y aurait une plus grande portée des choses, en tout cas qu'il y aurait de réelles possibilités, encore plus larges. Alors, la réalité du pays, on insiste encore un peu avec vous, Alex Bandou, par rapport à la filière canne. Il y a une mutation, vous l'avez souligné, canne, sucre, rhum et énergie, désormais. Ça s'est imposé, on a regardé passer le train, même si, bon, il n'existe plus dans le secteur, mais il n'y a pas une implication pour qu'il y ait de la cohérence dans le développement. C'est ce que vous vouliez dire? Alors, moi, avant de répondre directement à cette question, et je voudrais quand même dire que Loison était à l'UPG. Christine aussi était à l'UTA, et que Sonny Rupert était l'un des membres fondateurs de l'UPG. Et d'ailleurs, en créole, il a eu l'occasion de dire Kilti et Kilti, il y a une bagaille sans l'autre. Donc Kilti, agriculture et Kilti, que nous connaissons. Et effectivement, et moi je. Et donc, moi, je crois que sincèrement, et je suis d'accord avec vous, à se demander est-ce qu'il y a une politique, est-ce qu'il y a une ligne qu'on doit suivre. On a l'impression effectivement que quelles que soient les personnes qui ont dirigé, qui ont eu à diriger la Guadeloupe, qui dirigent encore aujourd'hui, peut-être qui dirigent demain, donnons-nous les moyens en tout cas de leur donner des idées, eh bien, n'ont pas de ligne véritablement et naviguent à vue. Aujourd'hui, très sincèrement, lorsqu'on regarde comment ça se développe au niveau de l'agriculture, effectivement, on a l'impression qu'il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de politique agricole pour la Guadeloupe, comme il n'y a pas, à mon avis, de politique. On ne tient pas compte de l'évolution et des grandes mutations. C'était ça ma question par rapport à la filière canne. Pour moi, agriculteur, aujourd'hui, je pense qu'au niveau de la filière canne, il y a un potentiel extraordinaire. La filière canne, c'est 14 000 hectares de terre en Guadeloupe il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est encore 14 000 hectares, parce que c'est une filière qui a la capacité de préserver le foncier, qui a beaucoup de valeur. La banane, c'est à peu près 2 000 hectares. Si, très sincèrement, lorsqu'un politique va dans une assemblée quelconque et de dire que la canne et la banane n'ont plus d'avenir en Guadeloupe, il se trompe. C'est qu'il ne connaît pas la réalité de l'agriculture guadeloupéenne. Nous prenons quelle que soit la production, tomates,
ananas, igname, quelle que soit la production, remplacer ces 17 000 hectares occupés par la canne et la banane par ces productions-là, l'agriculture guadeloupéenne disparaît totalement. Aujourd'hui, très sincèrement, lorsque nous analysons la situation, les deux filières que sont la canne et la banane, même si c'est vrai que ce sont des productions pour la plupart d'exportation, c'est vrai, et en même temps nous prenons la conquête du marché intérieur, et heureusement, effectivement, que nous avons la capacité en termes d'économie d'échelle de pouvoir envisager d'exporter, eh bien, effectivement, c'est autour de cette production-là que la production, globalement, s'organise. Et au niveau de la diversification, effectivement, ici, lorsqu'on parle de diversification, on a tendance à parler de production. Mais en France ou ailleurs, lorsqu'on parle de diversification, très souvent, c'est la même matière première qui est diversifiée. Et la canne, aujourd'hui, c'est le sucre. Ce sont les sucres spéciaux, c'est l'énergie, mais c'est aussi le rhum. Et donc, nous disons, nous, producteurs, qu'il y a de la valeur ajoutée, il y a de la richesse produite, et bien sûr... Nous allons poursuivre là-dessus dans un instant. Mais le constat, on s'arrête un instant encore avant de progresser. Vous partagez cet avis que nous faisons du surplace et qu'il n'y a pas une réelle volonté de construire ensemble, décideurs politiques, décideurs économiques. Il y a une lacune à ce niveau-là dans le pays. Il y a une lacune, effectivement, dans ce pays-là. Je prendrai l'exemple de la banane, où aujourd'hui, nous avons connu dans les années 2000 une chute de la production. Bien avant, on était aux environs de 145 000 tonnes de production. Et avec les cataclysmes que nous avons connus, les cyclones, nous avons chuté à 40 000 tonnes dans les années 2000-2006. 40 000 tonnes de production. Le système a changé. La profession s'est organisée. Nous avons une profession florissante aujourd'hui, où des jeunes veulent s'installer, où des gens qui font de la diversification, canne et autres élevages, veulent venir dans la banane, tout simplement parce qu'il y a un marché qui les attend, il y a une organisation parfaite en place. Et malheureusement, nous sollicitons depuis tantôt les politiques en place, et voire même au niveau gouvernemental, pour une augmentation de notre production de 23 000 tonnes dans un premier temps. Ça fait 3 ans que ça traîne. 3 ans, une profession qui embauche. On a techniquement la capacité de répondre positivement à cette question-là? Si, nous avons les hommes qu'il faut, nous avons l'organisation qu'il faut, une organisation qui est reconnue mondialement aujourd'hui. Nous avons des jeunes en attente et nous avons des professionnels qui ne dégagent pas de revenus dans d'autres activités agricoles qui souhaitent s'installer en banane. Nous avons un marché français qui nous est fidèle. Nous avons un marché européen quand le marché français est saturé. Ça n'arrive pas souvent. Et nous n'avons pas de production, suffisamment de production. L'objectif, c'est quoi? L'objectif aujourd'hui, c'est d'atteindre dans un premier temps 100 000 tonnes de production de manière à embaucher plus de 500 à 600 jeunes en priorité. Et ensuite, et en même temps, favoriser les jeunes à l'installation, des nouveaux qui sortent de l'école et qui veulent s'installer en agriculture, les favoriser à l'installation en banane, et en même temps, aider ceux qui dégagent pas un revenu d'améliorer et d'augmenter leur production, et en même temps, ouvrir la porte pour d'autres exploitants qui ne dégagent pas suffisamment de revenus dans d'autres activités. Nous pouvons le faire. Nos politiques nous ont promis. Effectivement. Alors, votre partenaire, il est en Guadeloupe, il est à Paris, il est à Bruxelles? Notre premier partenaire sur ce dossier-là, c'est la région Guadeloupe, qui est ici. Effectivement, nous avons eu des promesses. Un dossier qui est porté par la région Guadeloupe, mais aujourd'hui, ça fait un bout de temps que nous attendons. Le président de la région a fait des annonces disant que il a même dit, nous allons même faire mieux. Nous allons faire du 120 000 tonnes. Mais il ne faut pas le dire, il faut le mettre sur la table. Il faut le mettre sur la table. C'est ce que nous demandons aujourd'hui. Les promesses sont là. Ils sont là, les promesses. Nous avons tous les écrits, nous avons un plan d'action, nous en avons tout. Tout est transmis au niveau de la région, tout est transmis au niveau du ministère. Ça fait pas si longtemps que ça que le président de région nous accompagnait pour voir le ministre Le Foll. Ça s'est très bien passé. Il a très bien défendu le dossier. Il s'est porté garant pour 50% et 50% État. Mais n'attendons pas demain. La banane, ce n'est pas la laitue. En 45 jours, ce ne sont pas des radis. En 15 jours, Amélie, c'est un plan d'action qu'il faut mettre en place. Ça vous inspire quoi, ce que vous entendez ce soir? Ça m'inspire que moi, je vois bien que
Je veux dire, l'insertion, c'est quand même un des points les primordiaux quand même en Guadeloupe actuellement. Nous avons un taux de chômage qui est quand même assez élevé, un taux de chômage chez les jeunes qui est quand même assez élevé. Lorsque j'entends un propos comme ça, c'est sûr que moi, engagée dans le système de l'insertion, c'est quelque chose qui me touche. Parce que l'on voit tous ces jeunes qui galèrent, clairement, qui ont envie de porter aussi leur pierre à l'édifice, qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de créer des choses. Vous entendez qu'un secteur est capable aujourd'hui de créer 500 emplois d'ici 3-4 ans. Mais qu'attendons-nous? Enfin, ce secteur le dit, mais quelque part, ce n'est pas le seul secteur. Voilà, refaisons encore ce parallèle avec la culture urbaine. Mais nous pouvons aussi générer un marché. Nous pouvons aussi générer des emplois. Nous avons des professionnels. Nous avons des jeunes qui ont envie de faire des choses. Comment aujourd'hui encore, citons cette année 2015, nous arrivons vers 2016, comment des gens qui vous promettent de pouvoir créer un marché, une économie réelle, sont encore en attente de ça? Nous sommes encore sur des promesses. C'est des choses qui, personnellement, me gênent en tant que maire, en tant que Guadeloupéenne, en tant que personne investie encore dans ces secteurs. C'est quelque chose qui profondément me gêne. Lorsque l'on voit que l'on crée des chantiers d'insertion en espace vert et que concrètement, ce ne sont pas des chantiers d'insertion, ce sont des emplois qui sont à créer. Nous poursuivons avec une nouvelle question de téléspectateurs rencontrés cet après-midi. On l'écoute et ensuite on réagit sur le plateau. Depuis 2004, il y a gelé, tout bitin a augmenté, engrais a augmenté, intrants a augmenté, mais il gelé. Donc là, nous avons fait 56 € à la tonne de canne, et là, nous faisons chiffre d'affaires en nous, par contre, nous rien. Donc, nous commandons l'État, quittant il y a dégelé, quittant il y a dégelé pour nous, parce que tout bitin a augmenté, la coupe a augmenté, ils mettaient 2 € sur la coupe, et nous n'avons rien, nous toujours à l'écart. Cette fameuse question du prix de la tonne de canne, vous êtes directement sollicité, Alex Bandou, oui, où en est-on? Alors, il a même ramené à 2004. Le prix de la tonne de canne est figé depuis 1995 à la fermeture de l'usine de Grosse-Montagne à 56,15 € la tonne à 9 en termes de richesse de référence. Et effectivement, ramené à aujourd'hui, tout ce qui gravite autour de la production gagnère a augmenté et nous considérons qu'il y a une augmentation de 140%. Ce qui veut dire que le revenu de planteur n'a cessé de décroître. Donc, il y a un travail à faire puisque, et c'est ce que je disais, il y a de la valeur ajoutée produite. C'est vrai qu'on nous paie ces 56,15 € sur la base du sucre vendu en vrac, le sucre roux vendu en vrac qui doit tourner la tonne sur le marché européen autour de 400-500 €. C'est ça l'index sur lequel on se fixe. Mais nous savons très bien qu'aujourd'hui, les usines de Gardel, les usines de La Réunion, se sont beaucoup orientées vers la production de sucres spéciaux, qui est un produit fini. Vous voyez, les raffineries ferment un peu partout et personne ne se plaint. C'est parce qu'on n'a pratiquement plus besoin de raffinage. Et donc, ce sucre-là arrive sur le marché. Nous savons très bien que c'est un sucre qui se vend nettement plus cher. Mais malheureusement, cette richesse produite est absorbée uniquement par une partie de la filière, c'est-à-dire les industriels. Deuxième, il n'y a pas de conséquences pour nous. Deuxième élément, c'est-à-dire que dans les années, il y a une trentaine d'années, la mélasse produite était considérée à la limite comme étant un déchet, ça gênait. Aujourd'hui, il faut savoir que 80% des rhums consommés sur la planète, ce sont des rhums de mélasse. Et donc, la mélasse aujourd'hui, produite par les usines de Guadeloupe, Mayala compris, eh bien, elle est transformée et donc ça produit effectivement un volume assez important. Donc, de l'alcool pour l'industrie de la pharmacie, de l'alcool pour l'industrie de la cosmétique, du rhum, etc. Et malheureusement, là aussi, il n'y a pas de répercussions effectivement positivement pour les planteurs. Donc, vous comprenez bien. Non, très sincèrement, nous croyons encore en cette filière. Mais il s'agit effectivement, quand j'entends le camarade faire l'intervention, ce n'est pas à l'État de nous donner. Il s'agira pour nous de l'arracher. Et donc, c'est vrai que nous avons des syndicats en Guadeloupe aujourd'hui. Il faut qu'on comprenne qu'il faut arrêter effectivement les divisions. Nous avons notre philosophie, chaque personne a sa philosophie. Mais le système français, l'État, avec de très bons relais sur le territoire, savent très bien jouer de la division. Effectivement, notre division fait notre faiblesse et il s'agira pour nous effectivement d'aller ensemble voir comment on peut arracher une augmentation du prix de la tonne de canne. D'ailleurs, nous l'avons fait en 2014 puisque le prix de la tonne de canne a bénéficié d'une augmentation parce que nous étions effectivement en intersyndical. Donc, il y a du combat à mener et donc il y a de l'avenir dans la filière et il y a possibilité effectivement de continuer à gagner un peu d'argent
effectivement, au niveau de la canne. Mais je dis que ça n'est pas uniquement ça l'intérêt de la filière canne en Guadeloupe. La filière canne a la capacité de préserver le foncier. C'est un très bon précédent culturel, puisque les bananiers se sont lancés dans la canne parce que en termes de rotation culturelle, c'est très important. Et puis aussi pour l'environnement. Et puis, il y a tellement de choses. On a parlé d'énergie, mais il faut savoir qu'un hectare de canne absorbe 60 tonnes de CO2 par an et rejette 42 tonnes d'oxygène. C'est pas vrai que la canne, la banane, comme ce sont des produits qui sont subventionnés comme les autres ailleurs, plombent le système, plombent l'économie. Vous Il n'y a pas une agriculture au monde qui n'est pas subventionnée. Et parfois, de manière très exagérée, de grands pays qui pourtant condamnent d'autres pays sur les subventions allouées à leur agriculture, eh bien, trouvent des systèmes, des stratagèmes pour financer leur agriculture. Donc, nous n'avons pas à rougir de subventions que nous obtenons. Et d'ailleurs, c'est parce que nous sommes dans un cadre français, un cadre européen. Aujourd'hui, la France et l'Europe signent des accords un peu partout. Et comme je disais, c'est l'agriculture qui met sur la table. Eh bien, ils doivent compenser. Sur la question des subventions, Tino Damba, je vous ai vu sourire. Je fais toujours sourire quand j'entends que la canne et la banane est subventionnée. C'est l'agriculture mondiale qui est subventionnée. Même dans les pays du tiers-monde, l'agriculture est subventionnée. Il faut retenir une chose. On ne donne pas des subventions pour donner des subventions. La subvention est versée à l'exploitant. Et c'est à vous que la subvention est versée. C'est au consommateur que la subvention est versée. Vous pensez que si le blé n'était pas subventionné, vous auriez pu acheter un pain à ce prix-là? Si la pomme de terre n'était pas subventionnée, si le céréal n'était pas subventionné, tout est subventionné. On ne peut pas donner à chaque personne un ticket chaque matin pour pouvoir acheter son lait ou son cornet de frites ou autre chose. On verse une subvention au producteur de manière à couvrir ses coûts. Alors, il a l'effort commercial à faire et l'aide, les deux ajoutés, couvre ses coûts et lui permet de dégager un revenu. C'est tout. L'Europe n'aurait pas versé de l'argent, des subventions pour faire plaisir aux gens. Par contre, nous avons une subvention qui est versée en Guadeloupe gratuitement, personne ne la dénonce ça. C'est quoi? Je ne vais pas entrer sur ce débat-là. C'est quoi? Vous le connaissez mieux que moi. Vous pensez à la culture, par exemple? La Non, culture est-elle subventionnée? La culture est complémentaire à l'agriculture. Tout à fait. Voilà. C'est vraiment des domaines qui se complètent. Mais la culture est subventionnée, oui. Certaines fois, lorsqu'on décide de faire confiance aux acteurs culturels, c'est vrai qu'on a la chance, la particularité dans un pays où beaucoup de collectivités portent eux-mêmes une politique culturelle et ne font pas appel aux associations et autres. Mais c'est vrai que, comme il dit, c'est pas la subvention, je pense, qui est le souci. C'est où elle est accordée, comment, qu'est-ce qui en est fait et pourquoi. Surtout pourquoi. Voilà. C'est certains secteurs en ont besoin vraiment parce qu'il y a des choses qui peuvent se créer. Mais c'est vrai que par moments, on observe, et aussi dans la culture, qu'il y a des abus. Nous sommes toujours attaqués sur les subventions. Je vais percer l'abcès. Nous sommes très souvent attaqués sur les subventions sur l'agriculture. Quand je vais à la station-service, je paie l'essence au même prix que le fonctionnaire. Et c'est surtout eux qui nous disent qu'il y a des subventions. Quand je vais acheter mon pain à la boulangerie, je paie mon pain au même prix que le fonctionnaire. Or, on dit 40% de vie chère, c'est une subvention de 40%. Alors maintenant, il faudrait qu'on arrête de parler des subventions qui représentent le coût de production et qui permet aux producteurs d'énergie. La défiscalisation, le régime de la défiscalisation, c'est quelque part aussi une subvention. Et la défiscalisation, effectivement, on en bénéficie dans l'agriculture, mais tous les secteurs en bénéficient. Donc, il n'y a pas un secteur aujourd'hui qui ne bénéficie pas d'une manière ou d'une autre de subventions. Nous n'avons pas à rougir de cela. Nous sommes là ce soir parce que je voulais vous entendre, vous, activités fortes au niveau agricole et culturel, de vos besoins en termes, je veux dire, par rapport aux politiques qui vont sortir des urnes en décembre prochain. Juste un mot, à vous écouter, Madame Tintin, vous connaissez la personne qui est en charge de la culture à la région? Oui, on en connaît. Vous connaissez la... Oui, bon. La difficulté n'est pas de la connaître, la difficulté est de se faire connaître à elle et de se faire entendre à elle. Voilà. Les gens qui s'occupent de l'agriculture, vous connaissez à la région, vous les rencontrez. Oui. Dites-moi, vous avez parlé, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre votre volonté de maintenir ces deux productions, que sont la canne et la banane, qui sont deux productions d'exportation. Dans le même temps, certains syndicats, certains candidats aux élections parlent de la conquête du marché intérieur et de la satisfaction du marché intérieur.
avec quoi? Est-ce que la banane, par exemple, peut contribuer à la satisfaction du marché de Guadeloupe? La banane contribue déjà à la satisfaction du marché. Aujourd'hui, il n'y a pas de manifestation sportive ou on donne quelque chose où la banane n'est pas présente. La banane, aujourd'hui, sur le marché guadeloupéen, on consomme aux environs de 6 000 tonnes minimum de bananes en mûr. Je ne vous parle pas en verre on n'arrive pas à le contrôler. Mais en mûr, il y a une consommation réelle de plus de 6 000 tonnes de bananes. Et quand nous parlons de marché intérieur, on en parlait avec M. Dando juste avant l'émission. Il suffit que 2 ou 3 producteurs de tomates produisent de la tomate, le marché est saturé. Nous avons quoi comme consommateurs? Nous avons 450 000 habitants à peine. Et dans ces 450 000 habitants, nous en avons qui ne consomment pas du tout du local et qui n'ont peut-être pas les moyens de consommer local. Nous n'avons pas suffisamment de consommateurs pour vous dire que nous allons satisfaire. Le marché est saturé en production locale. Alors, on prend des statistiques de la douane et on vous dit qu'on n'est pas couvert ou on est couvert à 30%, on n'est pas couvert. Voilà, le problème, il est là. Mais on n'est pas couvert sur quoi? Sur tout ce que nous ne produisons pas. Le riz, l'oignon, la pomme de terre, les pommes, les raisins. C'est sur ça que nous ne sommes pas couverts. Mais si vous prenez la tomate, la laitue, l'aubergine, tout ce que nous faisons dans notre jardin créole, le marché est saturé. Et d'ailleurs, l'exploitant, le producteur de ces légumes-là, ne dégage pas suffisamment de revenus pour que demain, faites un sondage. Posez la question aux producteurs de fruits et légumes du terroir, est-ce que leurs fils sont prêts à prendre la relève? C'est ça la question. Et si leurs fils ne sont pas prêts à prendre la relève, c'est parce qu'ils ne dégagent pas de revenus. Ils voient ce qui se passe dans le foyer. Et aujourd'hui, depuis quelques années, les choses ont changé pour la canne et pour la banane. Les choses ont changé. Les fils aujourd'hui veulent faire de la canne. Ils n'ont pas suffisamment de surface. Parce que pour dégager un revenu, il faut suffisamment de surface. Dans la banane aujourd'hui, nous avons une liste d'attente de producteurs, de jeunes installés, des gens qui quittent l'école et qui veulent s'installer, qui ont compris le fonctionnement. C'est ça le souci. On nous dit qu'il faut faire la diversification. En même temps qu'on nous dit qu'il faut faire la diversification, l'aide pour accompagner ces producteurs-là n'est pas présente. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? N'allez pas trop vite. Vous devriez réduire cela. Maintenant, il y a la production sur le poulet. En même temps, on dit, mais il ne faudrait pas aller trop vite parce qu'on n'a pas suffisamment d'aide pour vous compenser. C'est ça le souci. Et est-ce que nos politiques aujourd'hui sont suffisamment capables et motivés et déterminés pour aller chercher ces subventions-là? Au même moment où on parlait de la disparition de la canne et de la banane, M. Fito, député européen, a obtenu une enveloppe pour sauver la canne. Parce que lui, il a cru dans la canne. Et c'est ça qui nous manque. Il nous manque des gens, des politiques déterminés, pas pour faire des spots, mais pour faire quelque chose de concret et pérenne. Amélie Tintin, vous travaillez dans le milieu de l'insertion. Est-ce que votre secteur est porteur pour insérer des jeunes de façon efficace, je veux dire, pas pour couper de l'herbe, mais pour accéder à un emploi durable à terme? Déjà, comme je vous disais, la difficulté était de prendre en compte en fait la culture ici comme un vrai marché, donc avec de réelles possibilités économiques. La difficulté dans notre accompagnement aujourd'hui, je ne vous cacherai pas que nous sommes quasiment obligés d'ouvrir les perspectives pour nos jeunes et de les emmener ailleurs, de leur faire voir qu'ailleurs, ils ont des perspectives et ils ont des possibilités. C'est quasiment le souci que l'on a avec beaucoup de jeunes aussi diplômés qui finissent par ne plus pouvoir se satisfaire sur le territoire et devoir partir pour pouvoir fonctionner, vivre. On en parlera un peu plus tard avec l'intervenante qui nous attend en Guyane, à Saint-Laurent. Ça rentre dans notre problématique. Aujourd'hui, on va parler de culture, il y a des lieux qui se créent. Il y a des lieux qui se créent, des scènes et autres. Mais rares sont nos jeunes embauchés pour y travailler. Ils sont formés pour être embauchés. Il y a des jeunes formés, il y a des jeunes que l'on peut former. Il y a ça aussi. Est-ce que dans le système justement de formation, il est pensé, la culture est pensée. Elle est pensée, il y a eu une licence de gestion projet culturel. Le souci, c'est qu'il n'y avait pas d'emploi.
on ne leur propose pas d'emploi à la sortie. Et quasiment, ils sont eux aussi obligés de partir. À un moment, en fait, notre problème est de nous retrouver, de nous voir, de voir ces jeunes qui ont envie de porter des choses, qui ont des choses à créer, qui créent des choses, de les voir aussi sur le marché et de créer ce marché et de leur permettre surtout de créer ce marché. Voilà. D'accord. Vous avez un potentiel à ce niveau-là pour insérer et donner du travail aux jeunes qui le souhaitent. Il y a plusieurs leviers qu'on peut bouger. Il y a effectivement l'agriculteur qui peut éventuellement envisager d'embaucher, mais nous avons encore en Guadeloupe un potentiel foncier qui est là, qui existe. Il suffit de sillonner un peu la Guadeloupe d'un bout à l'autre et vous verrez le volume de terre vide, pas cultivé ou insuffisamment cultivé qui existe. Donc, nous pensons très sincèrement qu'il y a encore la possibilité d'installer quelques jeunes. Bon, faudrait-il encore que ça soit attrayant. Effectivement, aujourd'hui, la banane prend un essor particulier, donc les gens sont attirés par la production de la banane. Mais lorsqu'un jeune entendra que la canne est payée à 56,15 € à 9 de richesse, ça sera très difficile de faire en sorte qu'ils viennent. Donc, nous avons, et je suis d'accord avec M. Damba sur ça, nous, aujourd'hui, nous sommes autosuffisants en aubergines, en tomates, en laitue, contrairement à ce qu'on pense. En ananas. En ananas aussi, nous sommes autosuffisants. Simplement, nous sommes des postes avancés de l'Europe dans le bassin caribéen. Et c'est cette Europe-là même qui fait de nous des étrangers dans notre propre bassin et qui nous met en concurrence avec nos voisins de la Caraïbe qui produisent exactement les mêmes choses que nous. Et très souvent, en décembre, par exemple, on verra ça très bientôt, les ignames produites ici en Guadeloupe, les prix seront fixés en fonction des prix des ignames venant de la zone Caraïbe. Tino Damba, là-dessus, un mot, ensuite on partira en Guyane. Sur l'insertion. Bon. Voilà aussi un secteur qui est porteur d'emploi, qui est porteur d'insertion. Nous avons assez souvent la visite des parents de jeunes en prison qui cherchent à avoir un contrat pour pouvoir faire sortir leurs jeunes. Ces 6 ans emplois prévus en ouverture, en augmentation de production, nous pouvons aussi faire une place pour ces jeunes-là. Nous en avons déjà chez nous. Si vous menez une enquête, il y a beaucoup d'exploitants agricoles en banane qui ont déjà des jeunes chez eux, qui ont permis de les insérer, et ça marche. Vous savez, toujours, il y a un ou deux où ça broite un peu, ça dérape, mais nous sommes quand même satisfaits de l'effort que nous faisons et de l'effort qu'eux aussi font pour s'adapter et aussi s'insérer dans la société. Nous sommes porteurs de possibilités d'insertion pour les jeunes qui sont emprisonnés, qui ont des difficultés. Et nous avons aussi des places pour tous ceux que nous avons en termes de jeunes aujourd'hui revenant du lycée agricole en BTS. Comme chef d'entreprise, comme chef d'équipe, comme responsable d'exploitation. Nous avons de la place pour ingénieurs, BTS, Bac Pro, et voire même les CAP aujourd'hui. Tout dépend de là où nous voulons les placer. Merci beaucoup, Monsieur Damba. Un mot, juste avant de repartir sur la Guyane, retrouver Joanne Louis qui nous attend à Saint-Laurent-du-Maroni. Est-ce qu'il peut y avoir une passerelle, Amélie Tintin, entre ce que vous entendez ce soir de la bouche de ces producteurs et vous qui travaillez en ville avec des jeunes autour de la culture urbaine? Bien sûr, on sait tous que si on parle d'agriculture, aujourd'hui, l'agriculture urbaine est quelque chose qui commence aussi à se faire penser dans les grandes villes. Donc on sait aussi que c'est un secteur qui ne peut pas passer inaperçu pour nos jeunes, puisque c'est quand même c'est une partie de notre histoire, c'est quand même quelque chose, c'est notre patrimoine. Je veux dire, c'est quand même un plaisir, même pour nous, quand on sort de la ville, en tout cas de ces secteurs, de voir les champs de canne, de voir tout ça. Donc, c'est quand même notre patrimoine. Donc, c'est quelque chose qui, comme moi j'entends tout ça, me touche, parce que, au-delà, voilà, dans les villes, au-delà de la culture urbaine, au-delà de plein de choses, il y a des jeunes qui ont envie de se lancer dans ces secteurs. Il y a des jeunes qui sont intéressés par ces secteurs. Il y a des jeunes qui sont intéressés à travailler, il y a des jeunes qui sont intéressés à apprendre. Lorsque j'entends que vous essayez, vous insérez des jeunes qui sont en prison, moi c'est quelque chose qui me plaît, qui me touche, parce que nous avons vraiment des jeunes perdus qui ne savent pas quoi faire. Alors, rien ne peut être néfaste à notre développement.
s'il est, il est pensé positivement et si tout simplement il est pensé. Voilà. On vous retrouve dans un instant. Nous partons en Guyane, à Saint-Laurent du Maroni, retrouver Johan Louis, qui est guadeloupéenne, jeune guadeloupéenne, diplômée, qui travaille dans le milieu hospitalier. Vous êtes cadre administratif hospitalier. Bonsoir, Johan Louis. Bonsoir. Alors, vous travaillez en Guyane et vous avez une problématique, c'est le retour au pays. On a beaucoup parlé cette semaine de faciliter le retour des fonctionnaires exerçant dans l'Hexagone, mais il y a aussi des jeunes qui sont un peu partout dans le monde, voire dans des autres départements, et qui veulent revenir apporter leur contribution au pays. C'est votre cas. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu votre situation ? Tout à fait. Donc, effectivement, il y a des dispositifs qui ont été mis en place pour les fonctionnaires, mais il faut savoir que la jeunesse aujourd'hui est de moins en moins attachée à la fonction publique, donc parcourt le monde dans le secteur privé pour capitaliser des compétences. Ça a été mon cas. Il y a plusieurs années, j'ai donc quitté la Guadeloupe pour acquérir de nouvelles responsabilités, notamment à des postes de direction. Et le retour au pays pour pouvoir appliquer ces compétences est de plus en plus rude, puisqu'il n'y a pas de retour, il n'y a pas de réponse aux candidatures, il n'y a pas d'accès aux postes vacants à responsabilité. Donc, on est contraint d'exercer ces compétences ailleurs. Et votre cas n'est pas un cas singulier, c'est l'histoire d'une grande partie de la jeunesse que vous nous racontez ce soir à travers votre situation personnelle. Tout à fait. Beaucoup de collègues de promotion sont expatriés entre le Canada, la France métropolitaine, la Belgique, voire l'Australie. Il y en a beaucoup qui partent parce que soit le pays ne leur permet pas d'accéder donc à des postes à responsabilité, de monter en compétences, ou tout simplement ils peuvent pas revenir, donc ils s'expatrient. Et pour l'instant, les retours que vous avez eus, ce sont tous négatifs lorsqu'il n'y a pas simplement le silence. C'est ce que vous nous expliquez lorsqu'on préparait l'émission. Souvent, effectivement, c'est le silence. Et ce qui est le plus alarmant, c'est qu'aux hautes fonctions d'institutions publiques, parfois, on entend que pour accéder justement à ces postes, cela m'a été dit personnellement, il faut avoir de la chance, voire le bras long. Donc pour les jeunes Guadeloupéens expérimentés qui sont partis et qui s'entendent de répondre que pour accéder aux hautes fonctions dans le pays, il faut le bras long, c'est un peu démotivant et décourageant. La Guadeloupe vote en décembre prochain pour les élections régionales. La région qui a droit assurer quelque chose d'important désormais en termes de développement du territoire. Qu'attendez-vous des politiques concrètement aujourd'hui? Pas pour vous embaucher, on ne peut pas embaucher tout le monde, mais pour créer les conditions d'un développement durable. Je dirais qu'il faut limiter la fuite des compétences, puisqu'il y a énormément de compétences qui quittent le pays et ils ont une grande part à jouer dans la transparence et dans la véritable égalité des chances qui est donnée, puisque il y a très peu de communication sur justement les fonctions nécessitant des professionnels expérimentés. Donc aussi développer, alors il y a beaucoup de dispositifs qui existent justement pour l'insertion des jeunes ou l'accès à l'emploi, mais très peu de dispositifs pour les professionnels qui sont déjà en poste et qui souhaitent monter en compétences ou qui souhaitent accéder à des postes à responsabilité. Donc, développer ces dispositifs pour ramener les compétences au pays. Johan Louis, merci beaucoup depuis Saint-Laurent. Mes salutations au fleuve et à bientôt. Bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, nous en arrivons à la conclusion maintenant par rapport à ça. Vous, vos convictions personnelles, votre demande par rapport à décembre, qu'attendez-vous concrètement d'une politique régionale forte pour pouvoir assurer le développement de vos secteurs respectifs? Alex Bandou. Alors, je crois très sincèrement que la Guadeloupe est dotée de beaucoup de facultés, de capacités, de ressources. On a parlé de la canne, ressources, la banane, ressources, la culture, ressources, la jeunesse, ressources aussi. Et donc, il ne s'agit plus effectivement de parler de ces ressources-là de manière éloignée. Il s'agit effectivement de créer une interaction entre tout ça, parce que ça compose effectivement la richesse de la Guadeloupe. Donc, c'est de créer l'interaction et, à mon avis,
Le conseil régional qui sera pourvu encore davantage de compétences aura effectivement un rôle important, mais faudrait-il encore que la région ou les dirigeants de la région écoutent effectivement les acteurs qui sont sur place. Un peu plus rapidement, Tino Damba, puisqu'on va finir. Oui, si j'ai un message à apporter pour la Guadeloupe. Aujourd'hui, tous nos jeunes sont diplômés. Ils se trouvent à l'extérieur, mais malheureusement, nous sommes sur une île. Il faudrait plutôt qu'au lieu de penser à revenir pour être salarié, revenir pour monter des activités, créer des sociétés, créer de l'emploi, créer de l'activité. Et pour cela, ils devraient être accompagnés par la région qui est responsable du développement économique du pays. Et bien, que ces jeunes-là soient accompagnés pour créer des entreprises à l'exportation, pas pour la consommation locale. Nous sommes saturés à l'exportation. Et aussi, si j'ai quelque chose à dire, c'est surtout pour nos jeunes. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? C'est des infrastructures sportives parce qu'il faut sauver nos jeunes. Il n'y en a pas suffisamment, quand on regarde ce qui se passe à l'extérieur, il n'y en a pas suffisamment d'encadrement sportif, d'infrastructures sportives. Et aussi, je finirai sur ce que nous avons commencé, sur l'eau. Que nos politiques se donnent aujourd'hui les moyens de vraiment donner des réserves, pas des structures pour pouvoir faire des pansements, mais de vrais barrages, de vraies réserves d'eau pour pouvoir passer le carême. Amélie Tintin, le mot de la fin, ce sera pour vous. Eh bien, moi j'invite nos politiques à penser la Guadeloupe. La penser, la réfléchir. Pas seule, on ne peut pas la penser seule. La réfléchir ensemble pour qu'elle puisse rayonner et se développer. Voilà. Merci beaucoup d'être venu, en tout cas participer à cette émission ce soir. Je rappelle que le premier tour des élections régionales, c'est le 6 décembre, le deuxième tour le 13, dépôt de liste pour la clôture, c'est le 9 novembre et la campagne électorale va enchaîner. Nous, on se retrouvera à ce moment-là pour vous présenter les différentes listes, les idées des uns et des autres sur Guadeloupe Première, dans Droit dans les yeux. Pour ce soir, c'est terminé. On se retrouve le 9 novembre prochain pour la reprise. Bonne soirée à tous. Merci.